Bonsoir à tous. Alors, on me fait signe qu'on peut démarrer. Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre conférence des grands communicateurs. Je vois que vous êtes très nombreux dans la salle, ça fait très plaisir. Il y a aussi beaucoup de monde en ligne, alors on les salue. Il paraît qu'il y a du monde de toutes les provinces canadiennes. Il y a des gens en Haïti, en République dominicaine, et Denis nous dira tout à l'heure où est-ce qu'il y a d'autres personnes encore. Alors, où que vous soyez dans le monde, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Ce soir, on clôture notre 14e saison. C'est la 14e année de nos séries des grands communicateurs. On est très heureux que ça dure aussi longtemps comme ça. Et on termine en beauté, vous allez voir. Avant de parler directement du sujet de ce soir, laissez-moi un tout petit peu vous parler de nos partenaires qui nous appuient bien sûr depuis 14 ans. C'est grâce à eux qu'on est là. Il y a bien sûr l'Université TELUC qui nous accueille dans ses murs ici, son association étudiante qui nous a soutenus tout au long de l'année. Isarta, le site de recherche d'emploi à Montréal, au Québec, dont la bannière est ici. Le groupe de recherche en communication politique aussi qui a parrainé la conférence précédente, qui nous appuie aussi régulièrement. Le canal Savoir qui nous diffuse, donc ça donne une très grande audience à ces conférences-là. Et bien sûr tous les conférenciers qui chaque mois viennent un petit peu présenter, puis c'est un petit peu le but de la toile des communicateurs, c'est de présenter un volet, une facette du métier des communications à un public peut-être moins familier avec ça, soit peut-être d'étudiants ou de jeunes diplômés, de gens qui veulent s'intéresser un peu à ce métier-là. C'est ça qu'on essaie de faire un petit peu justement cette ouverture de porte. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la toile des communicateurs, rendez-vous sur notre site web. L'adresse doit être ici, c'est toile.coop. On est aussi présent, bien sûr, sur la majorité des médias sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn. Et si vous voulez tweeter sur la conférence de ce soir, il y a le mot-clic, le hashtag GCOMMS comme grand communicateur. Donc GCOMMS, n'hésitez pas à l'utiliser. Pour ce soir, la conférence durait environ de 45 minutes à 1 heure. Il y aura une période de questions après, donc je serai dans la salle, je passerai le micro pour répondre, pour que vous posiez, pour que vous puissiez poser vos questions. Et les gens qui nous suivent en ligne aussi pourront envoyer leurs questions à Denis. Vous avez eu aussi un petit questionnaire qu'on vous a remis. On aime ça avoir votre avis, alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé. Vous pouvez aussi inscrire votre adresse de courriel. La seule chose que ça vous engage, c'est que vous allez recevoir les courriels de la toile des communicateurs, c'est-à-dire il y en a très peu, rassurez-vous, juste pour vous tenir au courant de nos activités. On donnera jamais votre adresse à personne d'autre. Faites-moi confiance. Alors, entrons vite dans le vif du sujet. Ce soir, nous allons parler d'intelligence artificielle. Pour cela, notre invité a une belle feuille de route en tant que journaliste. On l'a vu à tour, j'ai sûrement oublié des étapes, mais c'est pas grave, il ne m'en voudra pas. Journaliste à la radio de Radio-Canada au Saguenay, il a été rédacteur à RDI Montréal. On l'a vu, il a écrit pour Le Devoir, Voir, Urbania, Le Soleil. Il a été animateur et journaliste à TV5. Et depuis 2011, on l'écoute surtout à La Sphère, l'émission de culture numérique de ici Radio-Canada Première. Alors sans plus attendre, notre grand communicateur de ce soir, Monsieur Mathieu Dugal. Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment un grand plaisir de vous voir si nombreux ce soir, surtout qu'on n'a pas si souvent que ça des belles soirées ces jours-ci. Donc, de voir que vous venez vous enfermer dans un local climatisé, dans une des premières belles soirées d'été, ça fait chaud au cœur. Mon intelligence naturelle est très contente de ça. J'aimerais aussi saluer les gens qui nous écoutent un petit peu partout. C'est un grand plaisir de vous savoir aussi nombreux, paraît-il, ce soir. Donc, 1 heure autour de l'intelligence artificielle. Je vais essayer de remonter très loin parce que vous savez, à La Sphère, on parle souvent de ce qui se passe au jour le jour ou dans l'actualité de la semaine. Et je vais vous présenter un regard sur l'intelligence artificielle qui va tenter de la placer dans un continuum qui est celui de notre espèce, c'est-à-dire plusieurs millions d'années. Alors donc, j'aimerais commencer cette conférence-là, donc en jouant très franc jeu. Je fais partie de ceux que Stéphanie Trudeau, alias Agent 728, appelle les platonniers du nowhere. Comme dirait le grand Plume Latraverse, j'ai pas de skidoo, j'ai pas de garage, je suis un piéton et je m'assume. Mais je m'assume dans la continuité des millions d'années d'évolution qui m'ont précédé parce que au commencement de la conscience, de notre conscience, et on pourrait dire même au commencement de l'intelligence naturelle et de l'intelligence artificielle, il y avait le piéton, il y a nos ancêtres grecs qui ne s'y sont pas trompés. Beaucoup d'écoles de philosophie grecque se faisaient en marchant.
c'est peut-être pas pour rien. Alors donc, voici notre premier platonien du Nowhere. 7 millions d'années, 350 000 générations, c'est l'homme de Toumaï. L'homme de Toumaï, crâne qui a été découvert en 2001 seulement. Même caractéristique donc que le platonien du Nowhere, de la nourriture qui n'est pas transformée ou peu, même manque d'hygiène, absence d'automobile, entre autres choses. Et il semble qu'on a laissé, cet être-là a laissé des traces de conscience ou à tout le moins des traces d'un début de prise de conscience de ce qu'il était. Et on va le voir tout à l'heure de quelle manière est-ce que ces traces-là, elles ont été laissées. Faut-il rappeler qu'à cette période qui nous intéresse tant, cette période-là qui nous intéresse tant, c'est-à-dire la période de la naissance de cette conscience-là, ce qui fait que je suis capable de vous parler ici ce soir, c'est une période qui est un grain de sable dans l'histoire de la vie, un grain de sable dans l'histoire de l'univers. Voici donc notre arbre phylogénétique, celui de nous et de nos amis primates, avec qui on a partagé, en tout cas pour certaines espèces, des lieux communs. On a même eu des relations assez intimes avec certains d'entre eux. Vous pouvez voir l'homme de Toumaï, c'est complètement en bas à gauche. Il y a 6 millions d'années, un petit peu plus que 6 millions d'années, quelque part au Sahel, où on retrouve ce crâne-là. Et nous, on est tout en haut, donc le dernier crâne en haut à gauche, à côté d'autres qui sont disparus. On voit Néandertal, on voit Heidelbergensis, on voit Erectus, entre autres choses. Donc, comme le souligne le grand paléontologue français Henri de Lumley, la conscience ne laisse pas de traces fossilisées. Il faut la trouver dans ses effets, dans ce qu'elle a engendré. Et Henri de Lumley rappelle d'ailleurs que les grottes, les outils constituent, entre autres choses, et ça on va y revenir beaucoup, hein, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'outils, on parle d'un homme qui se crée quelque chose ou d'une femme qui se crée une extension, mais les extensions de nous, elles remontent dans la nuit des temps. Pour lui, les grottes, les outils constituent, pour Henri de Lumley, les premiers disques durs qui ont enregistré donc ces traces-là, des premières manifestations de cette organisation particulière-là de la matière qu'on retrouve, on va le voir, chez un paquet de représentants du monde animal et qu'on nomme conscience. On va remonter encore un peu plus dans le temps pour voir comment cet arbre-là, il s'inscrit dans l'histoire de la vie qui l'a précédé. Septembre 80, dans l'émission Cosmos, le très, très grand Carl Sagan a montré ce calendrier-là. Et donc, il a rapporté l'histoire de l'univers sur un an. C'est demeuré célèbre, cette manière de présenter l'histoire de la vie de l'univers-là. Donc, on voit la création, le Big Bang, c'est environ, en fait, c'est au mois de janvier, et donc, on a plusieurs milliards d'années plus tard cette apparition-là de l'intelligence. Et donc, si on remonte à presque 14 milliards d'années de vie jusqu'à nous, nous, on apparaît, en fait, les grands primates apparaissent vers 8h10 le 31 décembre au soir. Donc, c'est quand même assez loin dans l'histoire de la vie. Et donc, cet arbre phylogénétique-là que je vous ai montré tout à l'heure, il commence donc environ entre l'aube du 31 et 8h10 le soir. Il y a 7 millions d'années, donc, on s'est relevé. Ce sont nos ancêtres, mais le fait que nous retrouvons pour la première fois, il y a 7 millions d'années, là où est situé le Tchad, où on retrouve par exemple des ossements de l'appelé l'homme de Toumaï, on retrouve par exemple à ce moment-là des signes de bipédie. Qui dit pensée dit bipède, qui dit hominidé dit piéton. L'homme de Toumaï, à ce moment-là, il a un très petit cerveau. C'est le quart du volume de notre cerveau. On ne sait pas s'il marche exclusivement à l'époque. On ne connaît surtout pas le mélange des facteurs environnementaux et génétiques qui font que
à un moment donné, ces êtres-là se sont relevés. Mais on sait que c'est vers cette époque-là qu'on voit les premiers signes de cette bipédie-là. Une bipédie, donc, qui nous a permis de faire toutes sortes de choses parce que ça a changé complètement la morphologie du cerveau. Ça a permis au cerveau de se redéployer dans la boîte crânienne. Ça a permis aussi la libération des mains. La libération des mains permet une libération d'énergie. Et la colonne vertébrale entre dans le crâne d'une autre manière. Et tout ça fait en sorte qu'il y a des changements morphologiques et ça permet donc à des choses qui n'existaient pas d'exister. On est né à notre humanité, il ne faut pas l'oublier, avec des outils dans les mains. Il n'y a aucune personne qui peut dire qu'elle est technophobe parce qu'on n'est pas technophobe depuis des millions d'années. Si tu aimes la vie, tu aimes la technologie, comme nous le dit Boule Noire aime la technologie, il a fait des disques avec la technologie. Nous ne sommes rien sans nos outils. Les outils, c'est l'homme et ne pas assumer le fait que nous sommes, par définition, par défaut, des technophiles, c'est se méprendre sur notre nature profonde. Les premières traces de la conscience, on peut les lier, par exemple, avec des aires dans le cerveau qui sont liées à des aptitudes langagières. Il y a 2,5 millions d'années, selon Lumley, pour la première fois, on peut mettre en évidence dans des crânes d'Homo habilis des aires. On les voit donc, vous les voyez en bas à gauche, les aires de Broca. Et à droite, un petit peu en haut du centre, les aires de Wernicke, qui sont des aires où on retrouve notamment le siège de la production et de la compréhension du langage. Et à ce moment-là, le cerveau est un peu plus gros que Toumaï, c'est environ 550 cm3. Notre cerveau est environ de 1300 cm3. Déjà, on va se rendre compte à l'époque que la structure de la bouche, la morphologie du cou, comme je le disais tout à l'heure, c'est complètement différent parce que le fait que la tête se relève, bien, ça permet au larynx de descendre, ça permet à la bouche de changer de position, le cerveau grossit. On peut penser que tout ça mis ensemble, bien, ça fait qu'on peut faire du langage, émettre des sons, avoir un langage qui est plus complexe que des animaux ou des hominidés qui ont des organisations, des morphologies qui sont différentes. Et donc, c'est aussi à cette époque-là, tiens donc, qu'on voit l'apparition des premiers outils. À partir du moment où on voit qu'il y a des signes de langage, on voit aussi qu'il y a des signes d'outils. C'est lié, ça, ces choses-là. Et donc, ces premiers outils-là, bien, c'est des outils pour travailler les peaux, c'est des outils oldo-oyens. C'est 2,6 millions d'années environ, ces outils-là. Est-ce que l'intelligence artificielle est une descendante de ça? La question est quand même, vaut la peine d'être posée. Il est clair qu'Homo erectus a développé des capacités cognitives dont ses prédécesseurs étaient dépourvus et que ce sont elles qui lui ont permis de donner à l'humanité le biface puis le feu. Je suis désolé pour les petits enjeux de texte. J'ai fait ma présentation sur Keynote et c'est PowerPoint qui l'a complètement détruite. J'avais choisi une police absolument magnifique, le Boldoni 72, mais il n'a pas fait le transfert, donc ça aurait pris de l'intelligence. Il y a des gens qui aiment le Boldoni ici. Hein? J'ai eu un nouvel amour de police en fin de semaine. Et donc, on le voit, c'est cette fameuse image hein, de Stanley Kubrick au début de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui ne s'y était pas mépris. Hein. Stanley Kubrick, d'ailleurs, a fait appel à un des grands spécialistes, un des premiers grands spécialistes de l'intelligence artificielle comme conseiller dans son film. Et d'ailleurs, il y a un caméo d'un personnage qui a un nom qui ressemble à cet homme-là. Et donc, il fait un lien très direct dans le film. Hein, c'est évident, je veux dire, si tu ne le vois pas, il faut que tu revoies le film, entre l'outil et cet ordinateur-là, donc HAL 9000, qui a une conscience et qui, on va le voir à la fin du film, a peur de mourir. L'outil, c'est une des premières manifestations de la pensée, c'est la matérialisation, on pourrait dire, de la capacité de prédiction. Par son existence, l'outil
montre aussi une capacité à se représenter le monde de manière abstraite. C'est un des signes du langage. Comment expliquer aussi, par exemple, nous disent certains paléoanthropologues, que les campements de ces ancêtres-là qui ont expérimenté les premiers outils se retrouvent le long des rivières et que le long de ces rivières-là, on se rend compte qu'ils vont chercher certains types de roches et pas d'autres. Donc, on a une transmission d'une certaine forme de culture. L'outil, c'est la culture. L'outil, c'est comme ça que se transmettent les premières adaptations qui sont autres que simplement génétiques. On fait aussi des campements. Évidemment, les campements, ça implique une division, on le pense, plus raffinée des tâches dans ces tribus-là qui sont primitives. Est-ce qu'il y a un lien entre les cyanobactéries et Emma Verdé? On va le voir bientôt. La bipédie, la libération des mains, l'apparition de l'outil qui permet de manger de la viande en augmentant, par exemple, le nombre de calories disponibles, aura, on le pense, un effet démultiplicateur sur le développement du cerveau et donc probablement, on le pense aussi, de la confiance. Le développement de l'outil a supposé un langage plus complexe et conséquemment, on le pense, l'apparition d'une certaine forme de culture. Notre conscience, est-ce qu'elle est née de la maîtrise de l'outil? Est-ce que la conscience a précédé l'outil ou l'inverse? En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elles sont extrêmement reliées. Rapidement, avant qu'on parle de la naissance de l'individu, on voit par exemple vers 500 000 ans, il y a la maîtrise du feu. 300 000 ans, on voit des premières idées de sépulture, des corps qui ont été placés dans un endroit, mais ce n'est pas des corps qui sont morts à cet endroit-là, dans la grotte de Cuerva Major. Entre 120 000 et 35 000 ans, on rencontre des hommes du Néandertal. Ces espèces-là sont tellement proches de nous qu'on a forniqué avec. Vous avez de l'ADN de Néandertal, j'ai de l'ADN de Néandertal en moi. Ça a même, selon certains biologistes, donné certains avantages évolutifs et il y a des populations d'Autochtones en Australie qui ont de l'ADN de l'homme de Denisova. Donc, ces hominidés-là se voyaient, on partageait la planète avec d'autres populations de grands singes. La sédentarisation après de l'agriculture, puis l'agriculture, c'est l'arrivée des premières bureaucraties, des premières armées, des premières traces de religion, l'apparition aussi des premières formes d'écriture il y a 5000 ans. Pour Pascal Pic, qui est un paléoanthropologue qui vient de publier Qui va prendre le pouvoir, les grands singes, les hommes ou les robots, on est actuellement à un des grands carrefours de l'histoire de l'humanité parce que ces grandes populations de singes-là, avec qui on partage le monde depuis la nuit des temps, sont sur le point de s'effondrer. Toutes les populations de grands singes, c'est le cas un peu partout dans le monde. Et donc, on est en train de créer des espèces de prothèses qui vont peut-être s'émanciper de nous et peut-être qu'elles prendront également le pouvoir, ces prothèses-là. Lui, il les appelle l'intelligence artificielle, entre autres choses. Il est très pessimiste par rapport à ce développement-là. Il dit que ces intelligences-là vont nous rendre paresseux, qu'elles vont nous transformer au point qu'on va devenir méconnaissable. On ne vivra probablement pas assez vieux pour savoir s'il a raison ou pas. Avant de parler de la naissance de l'intelligence artificielle, il faut parler absolument de la naissance de l'individu parce que ce qu'on considère comme étant normal, c'est-à-dire justement des jeunes qui vivent leur vie d'individus épanouis et qui se libèrent de la famille, des parents et qui vivent par eux-mêmes, ça ne fait pas longtemps que ça existe. Quand on regardait tout à l'heure le tableau de Carl Sagan, c'est dans les minutes précédant le minuit là, que ça arriverait. L'individu naît quelque part entre, on pourrait dire, si on essaie de trouver une date, entre le 5e siècle et le 12e siècle. On voit apparaître, par exemple, chez Saint-Augustin, au 5e siècle, une des premières manifestations de l'introspection, des gens qui font l'introspection et se conçoivent d'une manière différente des autres. Dans ces confessions, c'est un des
premiers écrits qui fait l'apologie de ça. En 1215, c'est le début de la confession avec le Conseil de Latran. Qui dit confession dit introspection. Il y a le développement de l'artisanat aussi qui est consécutif à ça et du commerce qui exige des initiatives individuelles, des initiatives de rationalité qui sont différentes que celles que connaissaient auparavant les autres populations au champ. Il y a l'industrialisation également, les symboles d'hétérogénéité qui se développent. Et on le voit également dans la littérature. Au 13e siècle, il y a des auteurs qui commencent à se soucier du nombre, de la mesure du temps. On a Pierre Abélard, par exemple, qui expose le conflit entre l'individu et le monde. Et on voit la naissance d'une nouvelle couche sociale, des individus qui ont pour talent l'intelligence plutôt que la naissance. C'est l'idée de la bourgeoisie, entre autres, par rapport à la noblesse. En histoire de l'art, c'est la même chose. Au tournant de la Renaissance, l'œuvre se détourne du sacré et met en scène donc l'ici-bas, le quotidien, la vie des sentiments. On le voit sans peinture avec Van Eyck, Rubens, Titien. C'est l'individu qui est mis en avant, c'est les passions humaines. On ne parle plus des dieux, on ne parle plus de la mythologie, on parle de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. La naissance de l'opéra, c'est la même chose avec Monteverdi, l'Orfeo. Il casse la polyphonie et il crée littéralement les premiers solos. Il met en musique le « je ». C'est extrêmement important, ça, c'est dans l'histoire de l'art. Et dans les essais, Montaigne, Robinson Crusoe, c'est la représentation de l'homme dans ce qu'il a de plus individuel qui va primer sur la transmission du message religieux. Et d'ailleurs, Montaigne était un animaliste convaincu. Voici un extrait donc de Montaigne qui remet un peu l'homme à sa place, qui trouve que l'homme se prend un peu pour un autre. Donc, au même moment où l'homme apparaît et devient, l'individu, pardon, apparaît, devient quelque chose de légitime, Montaigne dit qu'il faudrait peut-être se voir au même niveau que les animaux qui nous entourent. Considérons pour le moment l'homme seul. Est-il possible d'imaginer si ridicule que cette misérable et chétive créature, qui n'est pas seulement maîtresse de soi, exposée aux offenses de toutes choses, se dise maîtresse et souveraine de l'univers, duquel il n'est pas en sa puissance de connaître la moindre partie, tant s'en faut la commander. Au reste, quelle sorte de notre capacité ne reconnaissons-nous pas aux opérations des animaux? Est-il police réglée avec plus d'ordre, diversifiée à plus de charges et de fils et entretenue avec plus de constance que celle des mouches à miel? Donc, on voit que c'est quelqu'un qui se rend compte que peut-être que l'homme et les animaux partagent une même nature. On est au 16e siècle, hein, faut-il le rappeler. De plus en plus, on se rend compte également, et là on va faire un petit bond, un petit saut dans le temps, Montaigne, à l'époque, se disait peut-être qu'il y a quelque chose, il existe une nature commune entre l'homme et l'animal. Eh bien, de plus en plus, on fait des tests, le fameux test de la tâche chez les animaux, pour essayer de voir si certains d'entre eux ont cette même conscience d'eux-mêmes, de l'individualité que nous expérimentons dans notre vie de tous les jours. Et il y a plein d'espèces qui la vivent, hein, cette chose-là, des espèces dont on ne penserait pas nécessairement qu'elles sont conscientes d'elles-mêmes, dont les individus sont conscients d'eux-mêmes. Le test de la tâche chez les orang-outans, l'idée, c'est qu'on met une tache dans le visage d'un animal, on le met devant un miroir et il se rend compte que la tache qu'il voit, le visage qu'il voit avec une tache, c'est le sien. Chez les humains, ça arrive vers 18 mois à peu près. Les bébés, avant 18 mois, ne s'en rendent pas compte. Et à partir du 18 mois, le maillage neuronal fait en sorte que cette chose qu'on appelle la conscience de soi émerge et on se rend compte que ce qui est dans le miroir, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est nous. Il y a plein d'espèces qui ne les passent pas, cela dit, ces tests du miroir-là, et qu'on trouve par ailleurs très habités de conscience. On parle par exemple des chats, on parle par exemple des chiens. Il ne nous viendrait pas à l'idée de dire de ces animaux-là qu'ils ne sont pas dotés d'une certaine forme de présence au monde, et pourtant, ils ne passent pas des tests comme le test de la, le test de la tâche. Sauf que, en faisant naître l'individu, on fait aussi naître, et
c'est un lien avec nos réseaux sociaux aujourd'hui. On fait naître Narcisse. L'homme est un narcisse. Avant le like, il y avait Narcisse. L'individu, c'est la personne qui se regarde dans le miroir. Et on a probablement, d'ailleurs, avec cette très, très belle toile du Caravage, probablement une des premières mises en peinture du selfie. On voit d'ailleurs qu'il n'y a absolument rien autour de ce narcisse-là. Il est complètement seul avec son image. Et l'histoire d'un narcisse est magnifique. Elle en dit énormément sur ce qu'on vit actuellement. Narcisse, fils de Céphise, dieu du fleuve et de la nymphe bleue Liriopée, était, paraît-il, en tout cas Caravage nous l'a montré, comme un très bel enfant. Liriopée avait demandé à un devin si l'enfant aurait une longue vie. Celui-ci, donc, le devin a répondu oui, mais à une seule condition, il fallait que Narcisse ne se regarde jamais. Quelques années plus tard, Narcisse est un beau jeune homme, un ado, il est adoré, les filles tournent autour, on pourrait le dire comme ça. Une de ces filles-là, c'est Écho, une nymphe, mais Narcisse la repousse. Et Écho en est tellement triste qu'elle se change en pierre et il ne subsiste d'elle que le son de sa voix, d'où l'expression. Et Junon, déesse du mariage, elle est beaucoup plus raide. Elle va lancer une malédiction à Narcisse pour le punir de son orgueil-là. Et elle lui dit, « Un jour, tu vas aimer quelqu'un qui jamais ne pourra t'aimer. » Et c'est ce qui devait arriver, arriva. Un jour, qui va boire l'eau d'une source, Narcisse se voit, tombe amoureux de lui-même et son reflet ne pouvant l'aimer, il meurt de désespoir. Si ce n'est pas une magnifique métaphore des réseaux sociaux, dites-moi ce que c'est. Plus tard, on a cette blessure-là. On a un cerveau qui nous fait rendre compte que nous sommes un individu à part entière. Le monde tourne littéralement autour de nous. Et pendant longtemps, on a pensé en tant qu'espèce que le monde au complet tournait autour de nous. Et il y a 100 ans, cette année, Freud a écrit, parmi les belles choses qu'il a écrites, donc cette introduction à la psychanalyse, où il dit notamment, il parle des blessures narcissiques que sont celles de notre espèce. Il y en a plusieurs, nous dit Freud. Dans le cours des siècles, la science a infligé à l'égoïsme naïf de l'humanité 2 graves démentis. La première fois, ce fut lorsqu'elle a montré que la Terre est loin d'être le centre de l'univers. La Terre ne forme qu'une parcelle insignifiante du système cosmique dont nous pouvons à peine nous représenter la grandeur. Cette première démonstration se rattache pour nous au nom de Copernic. On sait qu'il y a bien des églises qui ont brûlé bien des gens qui affirmaient une telle chose. On sait maintenant que c'est la vérité la plus vraie. Le second démenti fut infligé à l'humanité par la recherche biologique lorsqu'elle a réduit à rien les prétentions de l'homme à une place privilégiée dans l'ordre de la création, en établissant sa descendance du règne animal et en montrant l'indestructibilité de sa nature animale. Cette dernière révolution s'est accomplie de nos jours à la suite des travaux de Darwin, de Wallace et de leurs prédécesseurs, des travaux qui ont provoqué la résistance la plus acharnée de ses contemporains. Et il continue, en se citant lui-même, c'est Freud quand même, il dit que, un troisième démenti sera infligé à la mégalomanie humaine par la recherche psychologique de nos jours qui se propose de montrer au moi qu'il n'est pas maître de sa propre maison, qu'il est réduit à se contenter des renseignements rares et fragmentaires sur ce qui se passe. Notre conscience ne décide pas tout, le subconscient est là et on ne s'en rend pas compte. Donc, c'est des blessures narcissiques, coup après coup, selon Freud, qui sont celles qui nous accablent depuis que Copernic a prouvé, et d'autres avant lui, que la Terre n'est pas au centre de l'univers, le Soleil n'est même pas au centre de l'univers, notre galaxie n'est même pas au centre de l'univers. Donc, c'est dire que ça va mal à la chope. 60 ans plus tard, Carl Sagan continue d'enfoncer le clou. On va revenir à Carl Sagan. Il dit « Dans 5 milliards d'années, quand la Terre sera avalée par le Soleil, d'autres mondes naîtront qui ne nous connaîtront jamais. » Et il met cette image-là, donc la Voie lactée avec la Terre et la Voie lactée sans la Terre. Je vous souhaite une excellente soirée.
La conscience chez les animaux, on va y revenir un petit peu. C'est une nouvelle qui est sortie récemment, ça, où on s'est rendu compte que les éléphants d'Afrique étaient dotés donc de cette fameuse conscience d'eux-mêmes. Une étude qui montre, qui a appris à certains à donner un bâton qui était, qui était par terre, et après ça, on a attaché le bâton à un tapis sur lequel ces éléphants-là se trouvaient. Et à un moment donné, les éléphants ont fait un lien entre le fait que s'ils sont sur ce tapis-là, ils ne peuvent pas donner le bâton. Donc, c'est le corps la sensation, le fait qu'on sent que son corps est dans un monde différent, bien, on est capable donc de reconnaître qu'on est un animal à part entière. Et donc, les éléphants se tassent et ils donnent le bâton à l'expérimentateur. La suite des blessures narcissiques, ce n'est pas terminé parce que ça continue. La vie est partout. On se rend compte de plus en plus que les animaux vivent à peu près partout. Vous avez à gauche un tardigrade, ça fait 600 millions d'années que ça existe. Ça. Il y a environ 1000 espèces, survivent à des températures de 150 degrés centigrades et de moins 272 degrés. Ça, c'est 1 Kelvin. Je ne vous conseille pas de sortir à 1 Kelvin. Survit aussi à des séjours de 10 jours dans l'espace. À droite, vous avez des bactéries, Thermophilus aquaticus, découvertes en 69. Elles vivent entre 50 et 80 degrés de température, des pH entre 2 et 3. Ça, c'est un jus de citron. Et donc, ces formes de vie-là, il y en a partout, partout, partout sur la Terre. Il y en a dans les déserts, il y en a dans les failles océaniques, il y en a dans des fosses volcaniques. Il y a de la vie absolument partout. Les blessures narcissiques se poursuivent par la vie qu'on va probablement découvrir quelque part dans le système solaire, si ce n'est pas ailleurs. Hein. On voit maintenant des projets de la NASA avec des sous-marins qu'on enverrait dans des lacs, dans des mers sur la Lune Titan en orbite autour de Saturne. À côté, vous voyez Encelade, qui est une autre lune sur laquelle on pourrait éventuellement trouver des formes de vie. Ce que vous voyez, c'est des geysers en haut à gauche qui contiendraient en tout cas des signes qui auraient eu des réactions biochimiques dans un océan, parce qu'il y a un océan en dessous. Et en bas à droite, vous voyez TRAPPIST, qui est ce nouveau système solaire qui a été, en fait, ce nouveau système d'exoplanètes qui a été trouvé récemment par la NASA avec des planètes qui sont dans des zones habitables. Il y a environ 2000 exoplanètes maintenant qu'on a trouvées. Ça fait seulement 20 ans qu'on a les appareils pour en dénicher. Et donc, il y a de fortes chances de penser qu'on va trouver de notre vivant de la vie ailleurs. Et donc, le microbiome, ça, c'est une autre blessure narcissique parce que c'est un livre, et là, je plug impunément ma copine, alors vous me pardonnerez pour ça, mais c'est un très bon livre qui parle de nos populations bactériennes qui sont en nous. Et donc, on se rend compte qu'avec la recherche sur notre microbiome, que nous sommes nous-mêmes en minorité dans notre propre corps. On a plus de cellules étrangères en nous que de cellules qui nous appartiennent. Et si on fait le décompte du génome qu'on a en nous, le génome étranger qu'on a en nous est de 50 à 150 fois plus nombreux que de notre propre génome. Donc, la frontière entre nous et le monde est extrêmement floue. Le soi et le non-soi, c'est quelque chose qui, de plus en plus, on se rend compte, est quelque chose qui est arbitraire. On est beaucoup plus connecté sur le reste du monde par ces populations bactériennes-là. Elle dit très bien, d'ailleurs, nous sommes fondamentalement des chimères tissées de relations symbiotiques. C'est vraiment très beau. Et là, on arrive à l'intelligence artificielle. Tout ça pour en arriver à Pierre Bourgault, une des meilleures boutades sur l'intelligence artificielle. Il en a fait quand même quelques-unes dans sa vie. Pierre Bourgault, il nous dit « L'intelligence artificielle porte bien son nom ». Ça, c'était il y a bien longtemps. La recherche en intelligence artificielle n'était pas très avancée quand Pierre Bourgault a affirmé ça. On pourrait penser qu'aujourd'hui, il aurait trouvé une formule différente, ou à tout le moins, en tout cas, faire preuve de sa pugnacité légendaire pour continuer à affirmer que l'intelligence artificielle est vraiment très artificielle, parce qu'on va le voir bientôt, il se pourrait bien que ça ne soit pas très long avant qu'on ne soit pas capable de faire la différence entre le fait qu'on parle à une vraie personne et le fait qu'on parle à une intelligence artificielle. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est demain matin. Et l'intelligence artificielle a fait des pas de géant depuis
une vingtaine d'années, hein, on pourrait dire plus longtemps, mais vraiment l'explosion commence grosso modo 1997. On bat un humain, le meilleur aux échecs, Kasparov contre Deep Blue. Jeopardy, c'était en 2011 avec Watson. Le jeu de Go, c'est il y a quelques jours. Hein? Donc, le programme AlphaGo de DeepMind a battu le meilleur humain au monde, le meilleur joueur de jeu de Go. D'ailleurs, il était vraiment mais aux abois, pauvre petit Keijié, il n'était pas content. 3-0 quand même, hein? C'était absolument sans équivoque. Et l'intelligence artificielle aussi, actuellement, elle bat des gens au poker, donc le Texas Hold'em. Je ne sais pas c'est quoi, je n'ai jamais joué, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même des jeux où l'intelligence artificielle n'a pas toute l'information requise, elle est maintenant capable de battre des humains dans des jeux où on le sent. En tout cas, l'intuition est quand même assez fondamentale. Ça, c'était une hier dans le magazine The Verge, très belle une, avec le titre « Hey, the Humanity » et avec une représentation donc d'une table d'un jeu de Go. Le jeu de Go, rappelons-le, on ne pouvait pas battre un humain avec Deep Blue au jeu de Go parce que Deep Blue calculait la totalité des possibilités du jeu d'échecs. Au jeu de Go, les possibilités à ce jeu-là dépassent le nombre d'atomes dans l'univers. C'est hallucinant quand on pense à ça. Un ordinateur n'a pas la puissance de calcul pour calculer tout ça, même s'il est extrêmement fort. Donc, la manière dont DeepMind fonctionne, c'est en analysant les parties, en se jouant contre lui-même des parties, en analysant les parties de joueurs, et la vitesse de calcul fait le reste. Donc, la quantité de données, la vitesse de calcul et des algorithmes vraiment très, très bien designés font le reste. Donc, la question qui est engendrée de la peur par cette technique-là se pose depuis très longtemps. Mais il est possible de croire que ce qu'on voit actuellement se profiler avec ces victoires-là qui sont sans équivoque, avec des nouvelles organisations électroniques qu'on n'avait jamais vues jusqu'auparavant et qui peuvent se calquer dans d'autres situations, c'est l'aube d'une révolution industrielle qui va avoir des impacts aussi profonds que ce qu'on a connu lors de la Révolution du feu ou la maîtrise de la machine à vapeur. Il faut être capable de comprendre la nature de ces avancées-là et des abandons aussi que ça va exiger, parce que ça va être aussi des abandons. Il y a des métiers qui vont disparaître, il y a des manières de voir le monde aussi qui vont disparaître. Il va falloir se revoir la manière dont on se conçoit comme espèce, parce que ça va être quelque chose d'assez fondamental. Parce que ça va être aussi une grande révolution que lorsqu'on a appris qu'on n'était pas le centre de l'univers. En tout cas, moi, en tant qu'amateur de science, je suis très content de voir que je vais vivre, en tout cas peut-être que des gens ont vécu au Moyen Âge ou à la Renaissance, c'est-à-dire une remise à zéro de la manière dont on conçoit le monde qui nous entoure. Mais il faut avouer quand même que cette technique-là, elle est problématique parce qu'il y a des compagnies derrière ça. Elle remet en question aussi des présupposés philosophiques sur notre vie. Ça bouscule tout le monde, les philosophes, les scientifiques et évidemment bon nombre de religions. Il y a eu beaucoup de pessimistes avant les intelligences artificielles. Il y avait, on connaît bien Socrate, qui avait en horreur, en tout cas, une technique qu'on appelle le livre. C'était quelqu'un qui ne pouvait pas penser la pensée sans le livre. Alors, on pourrait peut-être, avec le recul, lui dire que c'était pas si pire que ça, finalement. On a peut-être laissé un peu de mémoire, mais on a gagné d'autres choses. Lewis Mumford, en 1970, dit dans le mythe de la machine, s'en prend à l'abandon irrésistible de l'homme moderne à sa technologie, même au prix de sa santé, de sa sécurité physique, de son équilibre mental. Presque dès le début de la civilisation, nous pouvons le constater maintenant, deux technologies ont existé côte à côte, l'une démocratique et dispersée, l'autre totalitaire et centralisée. Même chose avec Jacques Ellul, il nous dit ça dans le système technicien en 1977. Ivan Illich également dans la convivialité, ça veut dire prendre une gorgée d'eau.
Ah oui, ça fait du bien. Et plus près de nous, évidemment, on a, je vais juste vous lire la citation d'Ivan Illich, qui est quand même intéressante. Cela fait une centaine d'années que nous essayons de faire travailler la machine pour l'homme et d'éduquer l'homme à servir la machine. On s'aperçoit maintenant que la machine ne marche pas, que l'homme ne saurait se conformer à ses exigences. Mais il faut dire qu'on est dans les années 70, l'industrialisation fait des ravages et on se rend compte que toutes sortes de mécanisation de la société engendrent des effets extrêmement pervers. On voit par exemple encore aujourd'hui d'ailleurs des environnements qui sont complètement détruits et des super bonnes idées qui se sont révélées par la suite à des calamités. Ici, on en vit encore les conséquences avec le développement des autoroutes, l'étalement urbain et tout ça. D'ailleurs, Ivan Illich était très anti-char en passant. Plus près de nous, on retrouve des gens qui vont nous mettre en garde à leur manière contre le développement de l'intelligence artificielle. On a des pessimistes post-IA. Donc, Nicholas Carr dans The Shallows, What Internet is Doing to Our Brains, donc le récif, parce qu'il se rend bien compte que le fait qu'on est branché de plus en plus, ça a des effets sur notre cerveau, sur notre concentration. C'est clair, notre cerveau est une machine extraordinaire qui s'adapte. Et donc, si à un moment donné, il y a une de ses fonctions qui est remplacée par quelque chose à l'extérieur, le cerveau, il n'y a pas de morale, il fait disparaître ce qui ne lui sert plus. Pascal Pic dit exactement la même chose dans Qui va prendre le pouvoir. L'intelligence artificielle va nous rendre paresseux. Ça va nous faire régresser en tant qu'individus. Elon Musk nous dit d'ici 20 ans, 15% des emplois pourront être remplacés. En parlant de l'intelligence artificielle, il dit « Nous invoquons le démon ». Stephen Hawking, même affaire. Le développement de l'intelligence artificielle pourrait signifier le début de la fin pour notre espèce. Et l'auteur canadien de science-fiction Robert J. Sire, qui fait partie de la Lifeboat Foundation, à partir du moment où nous n'aurons plus l'ascendant intellectuel sur ces machines, ça pourrait mal se terminer. Alors voilà, ça c'est l'espèce de portrait intellectuel des peurs qui entoure l'arrivée de ces technologies-là dans nos vies. L'intelligence artificielle, elle est très vieille. J'ai décidé de la faire commencer en 1843 avec une femme, Ada Lovelace, qui est la fille de Lord Byron, grande mathématicienne qui a fait les premiers programmes de calcul des nombres de Bernoulli. On peut dire que les premiers algorithmes, c'est elle qui a pensé la notion d'algorithme au moment où on était encore très loin des ordinateurs. Alan Turing, en 1950, se demande il faudrait peut-être penser à une manière de valider le moment où on ne sera pas capable de déterminer si on parle à un ordinateur ou si on parle à une intelligence artificielle ou si on parle à une vraie personne. En 1950, le terme intelligence artificielle n'existe même pas encore en passant. On a la première interaction ordinateur-humain, c'est Oxo, c'est un jeu de tic-tac-toe en 1951 sur ces magnifiques machines, avec Alexander Douglas, un EDSAC. Et d'ailleurs, vous savez que ce jeu-là a été transféré, pour la petite histoire, sur un ordinateur Ferranti Mark I et qui travaillait sur le Ferranti Mark I. C'était les parents de Tim Berners-Lee, qui est le fondateur, l'inventeur du WW. Donc, il y a un lien entre le tic-tac-toe et ce qui m'a permis de faire cette présentation-là. On a donc Norbert Wiener, un des parents des théories de l'information avec Claude Shannon, qui considère justement le monde comme un ensemble de systèmes avec des boucles de rétroaction. Donc, tout le monde est organisé en boucles de rétroaction depuis les atomes jusqu'aux galaxies. Nos organes fonctionnent en boucle de rétroaction. Les cascades de molécules dans nos corps, quand il y a des réactions chimiques, ça fonctionne en boucle de rétroaction. Bref, le monde est une rétroaction. John McCarthy, 1927-2011, a inventé le mot intelligence artificielle. Donc, c'est en 1955 où il propose that a 2-month 10-man study of artificial intelligence be carried out during the summer of 1956 at Dartmouth College. Donc, c'est le mot qui naît à ce moment-là. On a les premiers algorithmes qui naissent donc à la fin des années 50 avec Frank Rosenblatt. 1957, le perceptron.
Mark I, le premier algorithme d'apprentissage machine. C'était dans un laboratoire d'aéronautique. Et on a Marvin Minsky, qui, comme Yoshua Bengio d'ailleurs, qui est un de nos grands chercheurs en intelligence artificielle ici, qui contribue à créer un univers de l'intelligence artificielle avec un livre qui a démontré justement que, notamment, les limites du perceptron. Et donc, ça a cassé plein de recherches dans le domaine. Et c'est lui d'ailleurs qui a été conseiller de Stanley Kubrick dans Space Odyssey. Et donc, en 1985, il écrit un livre qui s'appelle Society of Mind, pardon. Puis il dit dans le fond que l'intelligence, c'est un grand nombre de modules qui sont connectés entre eux. Il n'y a pas un siège de l'intelligence. L'intelligence, c'est un ensemble de systèmes qui, à un moment donné, crée ce qu'on appelle la conscience. L'intelligence artificielle, quelques définitions. L'intelligence artificielle, c'est... un instant que là, je vais reprendre. Donc, je ne sais pas où est-ce que je suis rendu dans mon texte. Bon. Non. Je vais reprendre mon ordinateur ici parce que, comme vous voyez, ça n'a pas fait le saut. Et donc, on est... Donc, l'intelligence artificielle, selon Marvin Minsky, c'est la science de faire faire, d'ailleurs, ça c'est une des meilleures définitions qui existent, de faire faire à des machines des choses qui demanderaient de l'intelligence si elles étaient faites par des humains. De manière plus générale, il dit la construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont pour l'instant accomplies de façon plus satisfaisante par des humains car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique. Et finalement, la définition de l'intelligence artificielle par Jean-Gabriel Ganassia, qui est un philosophe informaticien, il dit « Les définitions qui lient la définition de l'intelligence artificielle à un aspect humain de l'intelligence et celles qui lient à un modèle idéal d'intelligence non forcément humaine, l'homme nommé rationalité. Les définitions qui insistent sur le fait que l'IA a pour but d'avoir toutes les apparences de l'intelligence humaine ou rationnelle et celles qui insistent sur le fait que le fonctionnement interne du système d'intelligence artificielle doit ressembler également à celui de l'être humain ou à un être rationnel. Et donc, ça, c'est les définitions qu'on retrouve dans l'intelligence artificielle actuellement. Et donc, il y a eu plusieurs hivers dans l'intelligence artificielle. Ça a mené à des horreurs comme ce que vous voyez là. J'ai écrit que c'était la constante de Hasselhoff, et ça, c'est beaucoup de chercheurs qui l'ont dit en ne disant pas que c'était la constante de Hasselhoff, parce qu'on sait que la recherche en intelligence artificielle, ça a connu des hauts et des bas. Il y a eu beaucoup de moments où tout le monde disait « c'est terminé, l'intelligence artificielle, c'est un beau projet qui ne verra jamais le jour ». On pourrait le résumer par une course au financement, manque de puissance de calcul, des mauvais modèles mathématiques et l'arrivée, entre autres, dans les années 80 de l'ordinateur personnel. Tu divises ça par des résultats médiocres et ça donne notamment K2000. Il y a eu beaucoup de moments dans l'intelligence artificielle où ça a été vraiment... des gens voyaient ça quasiment comme un domaine où il n'y avait pas de futur, où c'était complètement mort. Sauf que on voit dans les années 90 arriver cette nouvelle triade-là de l'intelligence artificielle. Vous avez à gauche un PS4, vitesse de fonctionnement 1,84 teraflops, c'est 300 $ avec une architecture donc de cartes de graphiques Power Unit, donc des cartes graphiques. L'équivalent en 1997, 1,3 teraflops, 100 millions de dollars et ça tenait pas vraiment dans un salon. Donc, vous voyez l'augmentation phénoménale de la puissance de calcul. On lit ça avec, par exemple, de la donnée. Vous avez maintenant des disques durs de 8 téraoctets pour 300 $. En bas à droite, bien, vous avez la troisième roue de cette triade-là. C'est des progrès méthodologiques dans les algorithmes. On a créé d'excellents algorithmes. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il y a des algorithmes qui avaient été créés
à la fin des années 80, notamment par Yann Lequin, qui fonctionnait très mal avec des ordinateurs qui n'avaient pas de puissance de calcul. Et ils ont essayé ces mêmes algorithmes-là sur des ordinateurs plus puissants dans les années 2000. Ils se sont rendus compte qu'avec le même algorithme, on avait des résultats qui étaient complètement différents parce qu'on avait rajouté de la puissance de calcul et surtout des données. C'est ça qui a fait la grande différence, c'est qu'on peut entraîner, quand je vous disais tout à l'heure que les jeux de Go, les ordinateurs en bouffaient comme du popcorn, bien, c'est vraiment comme ça qu'ils ont appris à faire... à apprendre en fait comment ces jeux-là fonctionnent. La star actuellement de l'intelligence artificielle, c'est l'apprentissage profond. L'apprentissage profond, bien, c'est un réseau de neurones artificiels. Ça, ce n'est pas des neurones physiques. Hein. Si les gens ne sont pas trop au fait de comment ça fonctionne, c'est que des algorithmes. Et donc, il y a plusieurs couches. C'est un apprentissage qui est souvent supervisé, c'est-à-dire quand on va nourrir ces intelligences-là avec des données, mais on va leur dire, par exemple, en leur montrant une photo de chat, voici, ça c'est une photo de chat. Voici, ça c'est une photo de chien. Voici, ça c'est une moto. Et donc, pour apprendre à traduire une langue, ce qu'on va donner à ces algorithmes-là, c'est des textes, des traductions d'anglais au français, de français au russe. Et donc, ils vont littéralement se faire une idée, entre guillemets, sur des équivalences entre des mots dans des textes. Et c'est comme ça qu'on va les nourrir. Comment on pourrait le définir, cet apprentissage profond-là? En fait, on ne sait pas vraiment comment ces intelligences-là en arrivent à ces résultats-là. C'est quand même assez fascinant parce qu'on arrive avec des programmes qui sont extrêmement efficaces. Les taux d'erreur actuellement, dans bien des programmes, sont inférieurs aux taux d'erreur des humains. C'est-à-dire que vous allez mettre des humains extrêmement entraînés, par exemple des radiologues qui sont faits pour lire des radiographies. Bien, les intelligences artificielles, dans bien des cas, sont meilleures qu'eux. Mais on ne sait pas comment ils arrivent à ça. Même les scientifiques les plus calés là-dedans, on appelle ça la boîte noire. On sait ce qui rentre, on sait ce qui sort, mais on ne comprend pas à l'intérieur comment les variables dans les réseaux de neurones profonds changent pour arriver à ces résultats-là. On appelle ça la boîte noire. Quand il apprend, ce réseau-là va modifier son fonctionnement interne pour pouvoir faire correspondre des données en entrée avec les données en sortie. Mais les variables, les milliards de variables, on ne les connaît pas. Et ça, c'est un domaine de recherche qui est en pleine croissance. Lors de la conférence du directeur de la jeune pousse montréalaise Element AI à Austin, Jean-François Gagné, Jean-François disait, d'ailleurs, c'était extrêmement suivi, cette conférence-là. Il disait qu'un des prochains domaines de recherche en intelligence artificielle, ça va être de trouver des langages qui vont nous expliquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette boîte noire-là quand l'ordinateur arrive, quand le réseau neuronal en arrive à un résultat X, Y ou Z. Et donc, ça ne fait pas longtemps, cette chose-là. Il faut dire que dans l'apprentissage non supervisé, ça fait 5 ans qu'un réseau a réussi à abstraire l'idée d'un chat de photos qu'on lui donnait. C'est-à-dire qu'on lui a donné des chats, des photos de n'importe quoi, dont des chats. Et à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il y avait des liens entre plein de photos qui étaient effectivement des photos de chats. Et donc, c'est la première fois où on a eu une intelligence artificielle qui a été capable de dire « Ah, tiens, ça, c'est un chat » en ne lui disant rien. Ces intelligences-là aussi, actuellement, apprennent à jouer à des jeux vidéo sans qu'on leur dise « Tu es en train de jouer à un jeu vidéo ». On leur met un jeu, par exemple, un vieux jeu Atari, et on le met littéralement devant le jeu, et par essai-erreur, à un moment donné, les intelligences artificielles deviennent meilleurs que les humains. Ça, on doit ça notamment à ces 3 cerveaux assez extraordinaires-là. Donc, Yoshua Bengio à gauche, Yann Lequin à droite et Geoffrey Hinton en bas, qui, au moment où il n'y avait plus de financement de l'intelligence artificielle, continuaient à croire donc dans les réseaux de neurones, et ils s'appelaient eux-mêmes la conspiration des réseaux de neurones. Les applications d'intelligence artificielle aujourd'hui, elles sont multiples. Quand vous prenez une photo avec votre Messenger et que là, vous avez le petit casque de lapin ou n'importe quoi que vous décidez de vous mettre sur la tête,
Ce sont les intelligences artificielles, ce sont des réseaux qui trouvent votre nez, qui trouvent vos yeux et qui vont mettre les oreilles exactement à la bonne place. Il y a, par exemple, la reconnaissance de radiographie. Il y a à droite le poker. Vous avez également les maisons connectées avec le Amazon Echo à droite, les autos autonomes. Et vous avez en bas aussi le traitement satellitaire en temps réel. Ça, c'est une conférence que j'ai vue à South by Southwest cette année, où on nous montrait notamment comment, actuellement, on est capable d'élaborer, de connaître la signature lumineuse, en fait, de connaître le PIB d'un pays à partir de sa signature lumineuse la nuit. Donc, on a des intelligences artificielles qui analysent la signature de la lumière et sont capables de déterminer ce pays-là, un PIB de temps. Et les résultats sont plus fiables que ceux qui proviennent des organismes gouvernementaux qui sont supposés donner ces données-là. Évidemment, pas pour tous les pays, mais il y a certains pays où, par exemple, les États ne sont pas très riches, pas très forts. On a une donnée qui est meilleure que celle qui est donnée par les pays. Et on étudie d'ailleurs aussi, les Chinois sont assez menteurs sur l'état de leur économie. Et donc, on les espionne littéralement avec des satellites qui regardent la signature lumineuse et ce qui se passe dans leurs industries. Et on est capable, avec des intelligences artificielles, de déterminer « Ah, ben tiens, il y a une reprise dans le secteur de l'auto » ou bien « Il se vend beaucoup plus de climatiseurs maintenant ». Et on est capable de le voir, donc, en analysant en temps réel avec des réseaux neuronaux artificiels, des choses qui se passent dans le ciel. Et ça va n'aller qu'en s'accentuant parce que les satellites coûtent moins cher, les lanceurs coûtent moins cher. Et donc, attendez-vous à faire des selfies de cette manière-là d'ici quelques temps. Évidemment, il y a une autre blessure à l'ego. Je parlais des blessures à l'ego que ces intelligences-là vont... Et là, je vais terminer là-dessus. Les blessures à l'ego, il y en a deux. Il y en a deux. Ça va être le monde du travail qui va être extrêmement impacté par ça. Il y a des emplois qui vont disparaître. C'est les conséquences qui vont se faire vraiment sentir très, très bientôt. Que vont faire les chauffeurs de camions actuellement qui vont chercher notre laitue, qui vont chercher nos fraises en Californie, quand ce seront des intelligences artificielles qui vont le faire? Que vont faire les chauffeurs de taxi? Ce n'est pas dans 15 ans, c'est dans 4-5 ans. Il va falloir repenser le monde de l'emploi. Des programmes de reconnaissance faciale sont maintenant capables de déceler des états mentaux plus efficacement que n'importe quel psychologue. Les programmes de reconnaissance vocale vont déceler, eux, des signes avant-coureurs de la maladie de Parkinson avant même que la maladie ne se déclare. Donc, vous pourriez recevoir techniquement un texto de votre téléphone qui a entendu votre voix puis qui vous dirait « Bien, va donc voir ton médecin ». Et donc, il y a des métiers qui vont disparaître avec ça. Le moment est aussi... En fait, on est aussi, par exemple, actuellement dans le monde des banques, en présence d'intelligence artificielle qui écoutent lorsque des gens font, des analystes font des résultats, annoncent des résultats trimestriels d'une compagnie. Les intelligences artificielles sont capables de déceler si l'analyste est trop confiant ou s'il n'est pas assez confiant, juste par le ton de sa voix, une chose que quelqu'un normalement n'est pas capable de déceler. C'est actuellement, ça se passe. C'est pas dans 10 ans. C'est dans des banques d'investissement à New York. Ces intelligences-là sont déjà utilisées. L'intelligence compose la musique maintenant. Vous avez entendu il y a 1 an et demi peut-être Daddy's Car, cette fameuse tune qui rappelle un peu les Beatles ou les Beach Boys. Je suis persuadé qu'on ne vous dit pas que c'est un ordinateur qui a composé ça. Vous pensez que c'est quelqu'un qui a composé cette pièce-là. Donc, on pourrait dire que dans ce cas-là, en tout cas, le test de Turing a été passé. Pas mal. Les radiologues, dans le New Yorker, Jeffrey Hinton disait il y a quelques mois, les radiologues sont dans la situation du coyote dans Roadrunner quand il se rend compte au détour d'un virage qu'il est rendu dans un précipice puis que dans 1 seconde, il va tomber. Bon, l'image est peut-être un peu grosse, mais le fait est que même les emplois col blanc sont en danger maintenant sont mis en danger par ces intelligences-là. Il faut quand même le redire, il y a 5 ans,
ça n'existait pas. C'était pas là, ces intelligences artificielles-là. Et en 2022, le marché devrait valoir environ 16 milliards de dollars. Ça, c'est dans 5 ans à peine, 16 milliards de dollars. Donc, comment juguler les effets potentiellement dévastateurs de cette intelligence-là dans le domaine de l'emploi? Plusieurs États lorgnent actuellement du côté du revenu universel garanti pour permettre donc aux sociétés de traverser ces révolutions-là, parce qu'il va falloir à un moment donné que les gens ne peuvent pas crever de faim dans la rue s'ils perdent leur emploi. On ne peut pas continuer comme ça. Et donc, c'est probablement Michel Chartrand qui manifestait pour ça dès 1999, qui rirait très, très fort de nous entendre dire ça. Il dirait probablement, dans un grand rire, je vous l'avais bien dit. Donc, il y a plusieurs experts qui soulignent également que la capacité qu'on va avoir comme individu à intégrer ces intelligences artificielles-là dans notre travail, bien, c'est ce qui va faire la différence de on a un job ou on n'en a pas. Donc, il va falloir parler, il va falloir converser, il va falloir communiquer, en tout cas d'une certaine manière, avec ces intelligences artificielles-là. Il va falloir savoir comment les jauger ou les entraîner dans un futur de l'emploi qui s'en vient. Il y a des emplois, par exemple, actuellement, qui assistent ces intelligences-là dans des tâches extrêmement fastidieuses qui pourraient aussi se développer, une espèce de prolétariat numérique, notamment chez Amazon, qui a ce fameux Mechanical Turk, qui sont des emplois vraiment mal payés, où ce que vous faites, c'est que vous aidez notamment des intelligences artificielles à classer des images. Et vous êtes payé, mais vraiment, là, c'est littéralement des scènes pour faire ça. Et c'est une forme de travail où vous n'avez absolument aucune sécurité d'emploi. Et c'est vraiment une forme extrêmement sauvage là, de capitalisme. C'est en référence à un gros canular du 18e siècle, le Turc mécanique, qui était un faux joueur d'échecs. Pendant 50 ans, pas seulement Wolfgang von Kempelen, mais il s'est promené pas mal longtemps donc, avec ce faux joueur d'échecs-là qui était donc un automate qui supposément battait tout le monde, mais c'était quelqu'un qui l'actionnait. La deuxième blessure à notre ego, et ça sera peut-être plus difficile à admettre, on l'a vu tout à l'heure, depuis que l'individu est né, on est devenu des grands narcissiques. Et nos algorithmes, ils en profitent. Le raffinement des algorithmes actuellement nous font rester longtemps sur les réseaux sociaux. C'est plus à démontrer. Ils sont faits là pour nous rendre bien, pour nous rendre heureux, pour qu'on soit en ligne avec le moins de friction possible. Et ça marche. Facebook fait son argent en nous promettant de la distraction continuelle, des choses qu'on va aimer. Les algorithmes apprennent à savoir ce qu'on n'aime pas, nous proposent des contenus qu'on aime. Et c'est comme ça que ces compagnies-là font leur pain et leur beurre. Et donc, cette intelligence artificielle-là, imaginez si on la joint maintenant à des humanoïdes, si on la joint à des robots, si on la joint à des avatars sexuels, à des avatars d'amis, si on joint par exemple cette intelligence artificielle-là à des voix synthétiques de nos proches qui sont décédés, on peut le faire. On peut enregistrer la voix de quelqu'un qui va mourir, on peut joindre cette voix-là, en fait la synthèse de cette voix-là à ses écrits sur les réseaux sociaux et on peut techniquement parler à une personne morte. Ça peut être penser à vos proches qui sont morts. Est-ce que vous accepteriez de leur parler? Certains vont dire non, certains vont dire oui, sauf que la capacité technique qu'on a de le faire, elle existe et ça va aller qu'en augmentant. Serge Tisseron a très peur de ça, le psychiatre Serge Tisseron qui a écrit donc « Le jour où mon robot m'aimera », parce qu'il se dit si on fait des algorithmes pour nous rendre bien sur les réseaux sociaux, on est capable de faire la même chose avec des robots. Et donc, lui, il a peur qu'on en vienne à apprécier davantage la compagnie de ces nouvelles intelligences artificielles-là que celles de nos semblables. On le sait, notre vie personnelle, c'est pas toujours facile. Nos proches ne disent pas oui quand on veut qu'ils disent oui. Et c'est le même partout, dans toutes les sphères de l'emploi. Et donc, si on trouve en ligne des intelligences qui sont à notre service continuel, est-ce qu'on ne va pas préférer donc ces intelligences-là à
à nos semblables. Et donc, c'est une question qu'il faut se poser maintenant. Ce n'est pas une question qu'il va falloir se poser dans 5 ans. Le robot et le bébé, vous avez vu John McCarthy tout à l'heure. John McCarthy a écrit une nouvelle magnifique. D'ailleurs, le petit livre est super intéressant. C'est une plaquette avec des textes sur l'intelligence artificielle. Et donc, il met en scène des robots qui s'occupent des enfants. Alors, on peut penser que dans 5 ans, 6 ans, même moins de 10 ans, on va avoir des robots qui vont s'occuper des enfants. Parce qu'on n'aura pas le temps, parce qu'on travaille beaucoup et que ça va être beaucoup plus simple. Parce que vous imaginez, là, les tablettes, s'ils ont l'ascendant sur les enfants, si l'enfant peut parler au robot, si le robot fait tout ce qu'il veut quand l'enfant veut qu'il le fasse, bien, John McCarthy nous met en scène là-dedans donc des gens qui, littéralement, ont perdu le contrôle de leurs enfants parce que leurs enfants aiment plus leurs robots que leurs parents. Vous allez me dire, c'est de la science-fiction. Mais encore là, on est techniquement presque capable de faire ça pour le moment. Donc, est-ce que cette intelligence-là va être consciente? La question, j'aurais le goût de dire que la question ne se pose pas parce que, en fait, c'est une question qui est un peu qui n'est pas intéressante parce qu'on ne sera jamais vraiment capable, en tout cas pour le moment, de savoir si ces intelligences-là sont conscientes ou pas. Mais dans le fond, la question ne se pose pas. Si à partir du moment où nous, on leur donne une conscience et elles nous donnent l'impression qu'elles sont conscientes, bien, on va les aimer. Et cet exemple-là, il est extrêmement parlant. Aibo, petit chien robot, lancé en 1999, Sony ne fait plus le service depuis 2 ans pour ce robot-là. Il n'y a plus de pièces de rechange. Les gens perdent leur chien meurt. Les gens capotent parce que leur robot est en train de mourir. Et donc, on est dans là, on s'entend, là, ça fait presque rien, ce chien-là, mais les gens se prennent d'affection pour ça. Il y a plein de séries, par exemple, qui mettent en scène actuellement ce genre aussi d'affection-là qu'on pourrait éventuellement développer. Et les militaires actuellement qui sont dans le monde, ils travaillent notamment avec des robots sur le front, vont leur faire des sépultures quand ces robots vont exploser. Ils sont extrêmement tristes d'ailleurs quand ils les perdent. Et donc, on se retrouve avec, dans le fond, un retour d'un vieil animisme. Hein. Il y a plein de peuples dans le monde qui ont accordé des consciences à plein d'objets inanimés depuis la nuit des temps. Et donc, nous, les très rationnels occidentaux, on est en train de revenir, en tout cas, à une forme d'animisme avec ces robots-là. Il y a des raisons d'espérer, cela dit, parce qu'on a la chance ici à Montréal d'avoir parmi les meilleurs scientifiques au monde qui sont dans le domaine. Et ces scientifiques-là, ils sont ouverts à parler et ils disent ouvertement, il faut qu'on en jase. Il faut qu'il y ait un débat public autour de ça. Ce n'est pas des gens qui travaillent derrière des portes closes. Et on a notamment, vous avez Jean-François Gagné d'Element AI, il y a Yoshua Bengio qui travaille notamment au Mila, et Joël Pinault qui est à l'Université McGill. C'est des gens qui veulent que ça se fasse que ce développement-là de l'intelligence artificielle se fasse dans un débat de société. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Les grandes compagnies également, Facebook, Google, IBM, tout ça, ont signé un protocole d'entente sur la transparence l'an dernier. Bon, on peut quand même se poser des questions sur la véritable sincérité de Facebook lorsqu'il parle de transparence. Mais bon, en tout cas, ils ont signé ce protocole-là. Parce qu'il faut se le dire, et je vais terminer là-dessus, la technologie, elle n'est pas neutre. La technologie, elle reproduit nos biais, elle reproduit le sexisme, elle reproduit le racisme. On a vu, par exemple, des robots conversationnels sur Twitter qui ont été littéralement kidnappés par des racistes. L'an dernier, c'était Tai, T-A-Y, et donc une intelligence artificielle avec laquelle on conversait et qui a littéralement été entraînée à devenir raciste et à débiter les pires conneries au monde. Donc, souvent, le problème, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est nous. Et donc, il ne faut pas oublier que ces technologies-là qu'on crée, c'est des technologies qui vont reproduire ce qu'on a. Et actuellement, notamment, il n'y a pas de femmes en intelligence artificielle. C'est une tragédie parce que ces technologies-là, on peut penser qu'elles vont démultiplier des problèmes qui sont déjà présents. Et si, par exemple, il n'y a pas de minorité, il n'y a pas de femmes, on pourrait penser que, et ce ne sera pas nécessairement par
mauvaise foi que des hommes blancs qui ne sont pas en contact avec le vécu de minorités, que ce soit religieuses, que ce soit des minorités de peau ou des femmes, ou nommez-les, ben que ces biais-là, donc de l'homme blanc dominant qui, lui, n'a jamais eu à vivre avec des problèmes de discrimination, ben, soient reconduits dans cette technologie-là. Ça ne fera que démultiplier des problèmes qui sont déjà présents. Donc, cet outil, l'intelligence artificielle, qui est issu des siècles de raffinement de la science fondamentale, qui est une des choses les plus formidables qui est sortie de notre cerveau, il faut le dire, c'est extraordinaire, c'est les mathématiques fondamentales avec lesquelles on entre en communication. Je veux dire, c'est extraordinaire, c'est fabuleux, je veux dire, ça demande une faculté d'abstraction qui est extraordinaire pour créer ça. Pourrait aussi, donc, créer amplifier ce qui existe déjà d'inégalités dans le monde. Il ne faut pas oublier qu'actuellement, avec notre technologie, on n'a pas été très intelligent. On pourrait dire qu'au niveau macroscopique, Homo sapiens, c'est un peu l'équivalent d'une tumeur. Hein. On est une entité qui s'emballe, qui a coupé toute la communication avec son environnement, qui pille les ressources de son hôte pour périr avec elle. Les réseaux sociaux nous montrent aujourd'hui les limites du Web, tel qu'imaginé par Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee me disait l'an dernier à la Sphère, moi j'ai pensé le Web comme un accès universel à la communication, comme une manière de faire en sorte que le meilleur de l'humanité transparaissent en ligne. Stuart Brand, même chose il y a quelques années auparavant avec The Well, avait imaginé la même chose. Et donc, de plateforme collaborative, on a transformé cette machine-là fabuleuse en une manière de faciliter l'élection de ce que la politique ou l'être humain peut contenir de plus vindicatif, de plus vil, de plus arriéré. Quand on dit « grab them by the pussy », c'est de l'arriération. 7 millions d'années d'évolution a lentement marché, se relever, rêver pour en arriver là. Avec l'aide d'algorithmes mal employés, c'est vraiment ça qu'on a fait avec une technologie qui, à la base, était extraordinaire. Et ça, il ne faut pas l'oublier dans le développement de l'intelligence artificielle. Peut-être que si on veut vraiment que l'intelligence artificielle n'exacerbe pas les rapports de domination qui sont déjà présents et dont nous savons pertinemment qu'ils ne nous aident pas du tout à mieux vivre ensemble, il va falloir commencer dès maintenant à s'intéresser à cette question-là, à accepter que la technologie est, oui, extraordinaire. Elle fait partie de notre ADN, il faut le redire, on est des êtres d'outils. On est né avec des outils. Les outils, on ne peut pas s'en passer. Depuis la nuit des temps, ces outils-là sont notre extension, mais aussi, ils ne sont pas neutres. Cette technologie-là n'est pas neutre et reconduit en les exagérant nos pires défauts. Peut-être aussi, donc, en terminant, je vais terminer là-dessus, peut-être faudrait se dire aussi que pour que l'intelligence artificielle ne nous tue pas, il faudrait peut-être finalement mettre notre ego un peu de côté. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. J'ai dépassé, je suis désolé. C'était tellement passionnant que vous êtes complètement pardonné. Merci beaucoup. On va quand même garder un bon 10-15 minutes pour des questions. Ça serait quand même dommage de s'arrêter là tout de suite. En ligne, vous pouvez envoyer vos questions à Denis qui va les relayer. Dans la salle, faites-moi signe. Attendez d'avoir le micro pour parler. Est-ce que vous voulez casser la glace pour une question? Allez-y. Ben, je trouve que tu as extrêmement bien posé la situation. L'intelligence artificielle est un outil extraordinaire qui peut être utilisé autant pour sans doute le meilleur de notre société comme le pire. Comment est-ce qu'on fait en sorte que ça aille vers le meilleur et non pas vers le pire? En fait, moi, je te dirais que la plupart, en fait, tous les scientifiques qui travaillent là-dedans, à qui j'ai parlé, sont tous des gens qui sont extrêmement concernés par ces choses-là. Peut-être que dans les compagnies, on s'en fout peut-être un peu plus. Je n'ai pas parlé aux gens d'Amazon, je n'ai pas parlé aux gens de Google, mais c'est sûr que devil is in the details. Hein. Puis actuellement, je l'ai dit en fin de conférence, c'est extrêmement problématique, le manque de diversité dans les entreprises en techno. C'est calamiteux. C'est calamiteux. Il n'y a pas de mot pour le dire. Le sexisme qu'on retrouve, notamment dans ces entreprises-là, c'est odieux. Et il y en a qui font des efforts. Il y en a beaucoup qui font des efforts. Je pense, par exemple, j'ai parlé d'Element AI tout à l'heure. Je sais qu'il y a des gens chez Element AI qui travaillent vraiment très fort parce que, tu sais, s'il n'y a pas de filles qui étudient en informatique pas en maths,
c'est plate, mais au bout, il n'y en aura pas non plus. T'sais. Fait qu'il faut créer des modèles. S'il n'y a pas de gens, justement, qui sont issus des minorités ethniques, qui sont issus des minorités sexuelles aussi, si on ne les retrouve pas dans ces entreprises-là, mais c'est sûr que tu vas te retrouver avec des problèmes qui vont être exagérés parce que on l'a vu, là, il y a des intelligences artificielles qui ont été vraiment kidnappées par des racistes et ils en ont fait des monstres. Puis d'ailleurs, Microsoft, quand ils ont fait taille, ils l'ont coupé après quelques jours parce que là, c'était une joke. Là. C'était rendu... c'était un conte de The Rebel. Là, fait que donc, il va falloir vraiment, quand on les lance, ces intelligences-là artificielles, qu'on fasse très attention à la manière dont elles vont reproduire des inégalités. Puis, parce que c'est sûr qu'elles vont les exacerber. On l'a vu avec le web, les réseaux sociaux. Ça a créé des chambres d'écho, ça a créé beaucoup d'incompréhension, même si c'était à la base une technologie extraordinaire. Mais il faut vraiment faire extrêmement gaffe parce que, très sincèrement, là, si on manque le pas là, ça va être dur à rattraper plus tard. Est-ce qu'on a des questions en ligne, Denis? Sinon, dans la salle, faites-moi signe, nous Oui, une première. Sommes-nous en train de créer une nouvelle forme de vie? Bien, ça, c'est sûr que c'est selon... Il y a plusieurs regards là-dessus. C'est sûr que si tu prends une vision très matérialiste de la vie qui se vaut, tu peux te dire que la vie n'est qu'un... en fait, que la vie, en tout cas, à la base, est une structure qui se réplique, qui a une distance par rapport à son environnement et qui va se répliquer lui-même, donc à sa volonté, entre guillemets. Quoique la volonté dans les bactéries, c'est encore drôle. Mais c'est sûr que, pour le moment, l'indépendance de l'intelligence artificielle, elle n'est pas encore là. Le fameux iRobot, là, puis l'intelligence qui prend le large et qui va faire ce que bon lui semble. La plupart des scientifiques qui travaillent dans le domaine disent « Écoutez, arrêtez d'avoir peur avec ça. Là. On est très, très, très loin de ça. » Mais cela dit, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une forme d'intelligence qui va avoir un impact, même si ce n'est pas nécessairement en vie, entre guillemets, qui n'aura pas un impact très, très fort sur nous. Parce que ce que l'intelligence artificielle nous permet, c'est souvent de conceptualiser des affaires qu'on ne pourrait même pas conceptualiser dans notre cerveau. Il y a les joueurs, par exemple, au jeu de Go qui ont perdu contre AlphaGo. Il y en a beaucoup qui ont dit que le fait de travailler puis d'analyser comment l'intelligence artificielle fonctionnait, écoutez, le jeu de Go, ça a plusieurs milliers d'années. Ils ont eu le temps là, de raffiner leur stratégie à ce jeu-là. Il y a plein de joueurs qui disaient qu'ils avaient vu des coups qu'ils n'avaient jamais vus auparavant, puis des manières de jouer qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Donc, on est en présence d'une nouvelle manière de poser des problèmes, une nouvelle manière de conceptualiser le monde. C'est extrêmement révolutionnaire. Donc, pas nécessairement besoin d'avoir de vie ou d'intelligence propre ou de conscience. De toute façon, ça va être très, très difficile à prouver, là, cette chose-là. Il n'y a pas besoin de ça pour que ces algorithmes-là transforment la manière dont on voit le monde. Est-ce que la technologie et l'intelligence artificielle nous mèneront vers une guerre technologique? Bien, la guerre technologique est déjà là. Hein. C'est sûr. Je veux dire, actuellement, il y a une course à l'armement technologique, c'est clair. Ça se vérifie dans le monde de l'intelligence artificielle, mais ça se vérifie aussi dans le monde de la cryptographie. Il y a un très grand cryptographe qui me disait l'année passée que lui, il avait vraiment très peur de voir comment on raffine, par exemple, certains aspects de la cryptographie quantique. Parce que, pas de la cryptographie quantique, comment, en fait, l'ordinateur quantique, la manière dont il se développe actuellement, pourrait briser la cryptographie classique. Et si cette chose-là devait arriver, c'est vraiment, mais si tu deviens le maître du monde, à toute fin pratique, parce que tu es capable de briser toute la cryptographie qui existe dans le monde. Fait qu'actuellement, c'est sûr que ce qu'on vit avec le développement de l'intelligence artificielle et avec le développement de la cryptographie, c'est vraiment une guerre mathématique. Et c'est sûr que ça peut être aussi extraordinaire que ça peut être mal employé,
Mais oui, actuellement, je dirais qu'on vit, même avant la guerre technologique, on vit véritablement une guerre mathématique parce que c'est incroyable. Je veux dire, ce que vous voyez, là, les réseaux de neurones, c'est juste une modélisation, c'est juste des algorithmes, ces choses-là. C'est des petits programmes qui sont mis dans un serveur, c'est tout. Et avec ça, on est capable de redéfinir la manière dont on traite le cancer. Je veux dire, c'est inimaginable là, ce qu'on est capable de faire avec ça. Bonjour. On voit en parallèle du développement de l'intelligence artificielle de plus en plus de cyberattaques, de plus en plus organisées, de plus en plus puissantes, avec des conséquences de plus en plus graves. Quand on voit aujourd'hui que des algorithmes sont capables d'influencer notre façon de penser, notamment avec les réseaux sociaux, est-ce qu'on n'est pas en train de donner à des pirates informatiques un peu les clés de notre pensée? Ça, là, ça revient très, très souvent. En fait, une des grandes peurs, c'est une super bonne question, puis une des grandes peurs qui reviennent avec la question de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que la question de la manipulation va se poser plus que jamais. Parce que, par exemple, de plus en plus, on est capable de créer des images de synthèse qui sont pareilles à celles qu'on voit, par exemple, à la télévision. On est capable de créer des voix. Il y a une start-up de Montréal, je voyais ça il y a quelques semaines, on a mis un extrait d'ailleurs à la Sphère. Ils ont entraîné des réseaux neuronaux à reprendre la voix, par exemple, de Barack Obama ou de Donald Trump. Et ils ont fait dire à peu près n'importe quoi à des voix synthétiques. Mais là, ça veut dire, et là, c'est pas beau. C'est sûr qu'on le sait que c'est pas lui qui parle, mais ça fait 2 semaines. Là. Fait qu'on peut s'imaginer dans quelques années que les possibilités de manipulation vont être démultipliées. Il y a un très bon livre, d'ailleurs, qui a été écrit là-dessus, qui s'appelle Homo Deus. C'est Yuval Noah Harari. Je prononce toujours mal son nom. C'est un historien israélien qui a écrit ça. Et d'ailleurs, dans son livre, il dit une chose, il dit ce qui caractérise vraiment le futur de notre rapport avec la technologie, ça va être le mur de plus en plus ténu entre ce qu'on appelle la réalité, ce qu'on appelle la fiction. Et ça, ça lui fait très peur. Fait que c'est vrai que c'est sûr que les possibilités de manipulation sont énormes. On n'a même pas idée. Je veux dire. Bien, Facebook le fait. Facebook le fait. Ils ont fait des études il y a quelques années en tweakant, vous me pardonnerez l'expression, mais ils ont paramétré différemment le fil de nouvelles de gens pour voir si le fait que tu vois un petit peu plus de statuts frustrés dans ta journée, mais ça te rendait un peu plus frustré. Ils l'ont fait dans le dos des gens. Puis effectivement, je veux dire, c'était pas grand-chose, là, mais ils l'ont fait. Donc, les possibilités, puis en même temps, on a vu avec le piratage russe, ça va être le festival ça va être le festival du hacker, là, ce développement-là. Alors, on n'aura sûrement pas le temps de prendre toutes les questions en ligne. On va peut-être prendre une dernière question dans la salle et puis une ou deux questions en ligne pour terminer. Merci. Merci à toi. Tu parlais d'idolâtrie. Je crois que, juste pour remettre les choses en perspective très rapidement, on essaye d'analyser l'impact de l'AI et on oublie l'impact que nous avons sur tous les outils que nous avons créés et pourquoi nous les avons créés et pourquoi nous les avons finalement utilisés. C'est une question de perspective, de garder un savoir de l'histoire. Nous n'enseignons plus l'histoire pour que cette perspective reste possible et nous n'enseignons plus la philosophie pour enseigner l'analyse critique. On laisse certains décider pour nous, on laisse des écrivains et quelques penseurs et scientifiques décider des choix. Nous sommes de plus en plus intéressés par l'image narcissiste qui nous revient par Facebook. Nous sommes de plus en plus en besoin qu'on nous dise quoi faire. Moi, je trouve que la problématique n'est pas l'AI. L'AI est un outil comme n'importe quel autre qui peut être à notre très grand service. Le problème, c'est ce que nous sommes en train de devenir et ce que nous laissons d'autres faire de nous de plus en plus. Mais c'est sûr que oui, effectivement, le problème, c'est toujours nous, mais je pense que ce qui est nouveau dans l'outil qu'est l'intelligence artificielle puis qui n'existait pas avant, c'est l'aspect qualitatif. C'est qu'auparavant, les outils qu'on développait, la machine à vapeur, c'est juste un bras qui est plus puissant. Le train, c'est une calèche qui va plus vite puis qui transporte plus de monde. Mais ça ne joue pas sur le qualitatif, c'est du quantitatif. Tandis que là,
on est en présence d'un appareillage qui permet littéralement de revoir complètement la manière dont on conçoit le monde. C'est que, je veux dire, on n'a rien vu encore là, de ce que l'intelligence artificielle va nous permettre de remettre en question ou de confirmer aussi. Et donc, moi, le danger, il est là, il est dans le qualitatif. Puis c'est vrai, vous avez absolument raison. De toute façon, de tous les temps, il n'y a jamais eu assez de philosophes dans les médias. Il n'y a jamais eu assez de gens qui pensent ces changements-là dans les médias. Tout ce qu'on entend, c'est les vendeurs de bébelles qui ne diront jamais, par exemple, que, mettons qu'ils ne mettent pas l'emphase sur le fait qu'Alexa, par exemple, il t'écoute tout le temps. Parce que si tu veux pouvoir dire à ton intelligence artificielle, s'il te plaît, commande-moi 2 pizzas, il faut que le micro soit ouvert par défaut. Et donc, là, la vie privée, en même temps, c'est complètement remis en question. Mais d'une autre manière, si on regarde ça d'un point de vue historique, la vie privée, ça existe depuis 500 ans. C'est une invention du Moyen Âge. Donc, on a tendance à penser que les valeurs qui sont celles dans lesquelles l'intelligence artificielle naît, c'est des valeurs universelles qui ont toujours été là. C'est pas vrai. Donc, c'est ça qu'il faut aussi se dire. Puis là, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire tomber les murs puis mettre des caméras dans toutes les pièces, mais en même temps, il ne faut pas oublier non plus que l'histoire des idées, l'individu, c'est nouveau. L'individu qui se conçoit comme tel, c'est hier. Là. Donc, l'intelligence artificielle remet ça en question complètement. Puis c'est sûr que quand c'est fait avec des buts lucratifs, c'est là où le bas blesse aussi, parce que ces compagnies-là, moi je suis désolé, mais Facebook, là, ils s'en sacent de l'avenir de l'être humain. Là. Mark Zuckerberg, il s'en contrefou. Là. Lui, il veut faire de l'argent. Et à côté de ça, tu as des Yoshua Bengio. Je suis persuadé que Yoshua Bengio, en fait, il aurait pu travailler là, pour ces compagnies-là. Il s'est fait offrir des millions. Là. Il ne dira pas, mais c'est ce qui s'est passé. Mais il a décidé de travailler à l'extérieur, puis il a décidé de créer des intelligences artificielles. Mais si je veux dire, l'emploi de la technologie, il faut quand même le mettre dans un contexte où, oui, c'est vrai que ça peut être utilisé à de très mauvais escients, mais je veux dire, l'avion a été développé pour bombarder. On est bien content maintenant d'avoir des avions pour aller à l'autre bout du monde, mais à la base, c'était pour balancer des bombes sur des gens. Donc, faut mettre des balises. En fait, à la base, là, ce qui est important là-dedans actuellement, ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'il faut que ça soit discuté. Il faut que l'éthique, la politique, il faut que la société prenne ça et dise « OK, qu'est-ce que vous faites? » Il faut ouvrir la boîte. Il faut que, dans le fond, ces gens-là se sentent observés. C'est ça qu'il faut dire. Il faut que ces gens se sentent observés. Il ne faut pas être dupe non plus, parce que c'est un peu le dilemme de la grenouille dont on réchauffe tranquillement l'eau et qui finit par bouillir sans s'en rendre compte. C'est parce que l'intelligence artificielle, c'est extrêmement séduisant. On l'a vu, vous avez vu Ex Machina. Là. Ex Machina, c'est un sacré bon film là, pour comprendre ces enjeux-là. Puis c'est extrêmement séduisant parce qu'on va la faire pour qu'elle nous séduise. Là, c'est sûr que là, on a l'image de la femme, c'est très sexualisé. Puis bon, il y a un aspect qui est très, justement, homme blanc qui veut se créer une belle poupée là, dans Ex Machina. Mais le fait est que l'aspect séduction, il va être là, va se poser pour n'importe quelle intelligence artificielle. Et donc, ça va être très difficile. Ça va être... c'est un domaine, c'est un avenir qui est pas tracé d'avance, là, ce qui s'en vient. Une ou deux questions en ligne pour conclure? Oui, même 3. À quel moment les robots pourraient-ils prendre le pouvoir? Il y a plein de livres de science-fiction qui ont été écrits là-dessus, qui sont super bons, puis je pense que chacun a une bonne réponse. Les robots, en fait, il faut dissocier l'intelligence artificielle de l'espèce d'image d'Épinal du robot qui va venir vers nous, quoique ça va peut-être venir plus vite qu'on pense. Là. Moi, j'en ai vu des robots à South by Southwest l'année passée, un scientifique japonais, son nom est long de même, je m'excuserai si je ne le nomme pas, mais qui développe vraiment des doubles de lui. C'était vraiment très weird, parce que c'est quasiment pareil, mais c'est pas vraiment pareil. On appelle ça donc la vallée de l'étrange, hein, ce moment-là où des robots sont
vraiment presque pareil à quelqu'un, mais tu sens qu'il y a un petit quelque chose qui ne marche pas, là. Donc, ça, c'est peut-être votre conjoint au réveil. Donc, il y a, les robots vont... Ce serait peut-être plus intéressant ou fertile de se poser la question, est-ce que ce sont des humains qui vont prendre le pouvoir avec les robots plutôt que est-ce que ce sont les robots qui vont prendre le pouvoir? Parce que ces intelligences-là, pour le moment, c'est pas demain la veille là, qu'ils vont avoir leur autonomie puis qu'ils vont décider qu'on va vouloir mettre l'interrupteur à off, là, puis ça ne marchera pas. Là. La plupart des scientifiques qui travaillent là-dedans disent que c'est extrêmement compliqué. Puis si on veut faire des robots en plus qui bougent, là, la proprioception, je veux dire, on a des choses extraordinaires là-dedans. Là. Donc, il faudrait plus se poser la question de notre fameuse nature humaine qui a créé tellement de souffrance depuis des millions d'années que de la peur de la technologie, parce que les robots vont faire ce qu'on va leur demander de faire. Comment démocratiser l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il est possible de la sortir du capitalisme? Ça, c'est la question à 100$. C'est actuellement ce que fait Element AI, ce que font le Mila avec Yoshua Bengio, c'est une tentative de faire ça. C'est une tentative. Ici à Montréal, on a la chance d'avoir le plus gros noyau de chercheurs en intelligence artificielle dans le monde, à l'extérieur des conglomérats que sont Facebook, que sont Google. On a le noyau ici. C'est fabuleux ce qui se passe ici, là, parce que c'est extraordinaire. Je veux dire, c'est comme si, je paraphrase à peine, là, mais c'est comme si on était à Cap Canaveral en 1958, là, pour parler de la conquête spatiale. C'est qu'on arrive à un bon moment, à une bonne place, au bon moment. C'est une révolution, puis même, c'est sûr que pour le moment, probablement que l'intelligence artificielle va avoir des aspects beaucoup plus concrets dans nos vies que la conquête spatiale. Et donc, c'est sûr que si on ne réussit pas, en tout cas, à faire en sorte que la technologie existe à l'extérieur du capitalisme, ça va être extrêmement important que les citoyens et le politique, comme je le disais tout à l'heure, surveillent ce qui se passe. Ces compagnies-là, elles ne sont pas élues. Elles doivent, actuellement, là, Apple est en train de payer l'Europe et la France, là, mais des centaines de millions d'euros parce qu'à un moment donné, les États ils ont dit hey, ça va faire. L'Irlande, c'est 13 milliards d'euros qui ont tassé depuis une dizaine d'années en impôts par les règles laxistes de l'Irlande. Ces compagnies-là vivent dans un no man's land financier. Elles font ce qu'elles veulent, mais elles font ce qu'elles veulent parce que les États les laissent faire ce qu'ils veulent. Si les États disent « Désolé, Tim, là, mais tu vas prendre ton chéquier puis tu vas me payer, tu vas me faire un chèque de 300 millions de dollars, 400, 1 milliard, ils en ont de l'argent. Ils en ont. La trésorerie de Facebook Apple est évaluée à 700 milliards en bourse. Ils ont une trésorerie de plusieurs centaines de milliards qu'ils sont capables de payer. Donc, ces compagnies-là ont de l'argent, ils ne sont pas élus, c'est nous autres qui décident. C'est les citoyens qui décident, c'est les États qui décident. Fait que si les citoyens disent « c'est de même, ça va marcher », il y a des lois qui vont faire ça, bien, ils le disent d'ailleurs, c'est leur discours. Hein. Tim Cook, il se dit « Regarde, change ta loi, puis je vais t'en donner de l'argent ». Fait que c'est ça aussi, c'est qu'il faut se dire aussi que ces compagnies-là sont grosses aussi parce qu'on les a bien laissées avoir ces échappatoires-là, puis faire un peu ce qu'elles veulent. Puis en même temps, les gens qui travaillent là-dedans, c'est pas tous des démons. Là. Il y a des gens qui sont extrêmement bien intentionnés. Puis oui, c'est important d'avoir de la recherche à l'extérieur de ça. Puis actuellement, en tout cas, on a la chance ici d'avoir une recherche indépendante, entre guillemets, puis des chercheurs aussi qui vont dans le public puis expliquent qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est super important. Puis en tout cas, ici, on a les meilleurs au monde. Donc, on est quand même chanceux là, à ce titre-là. La dernière question, mais non la moindre. Si, dans quelques années, la machine remplace nos facultés cognitives, pourrons-nous dire que la richesse irremplaçable de l'homme qui le distingue n'est pas son intelligence, mais plutôt ses caractéristiques humaines, telles la compassion, par exemple? Bien, oui, vraiment. C'est une super bonne question. Puis d'ailleurs, dans les métiers qui sont en danger, on dit que, par exemple, les chauffeurs de camions sont en danger, les chauffeurs de taxi, même des white collars, là, sont en danger.
des programmes qui sont capables de nous analyser sont souvent meilleurs que des professionnels de la santé. Donc, c'est sûr que ça va mettre en danger plein d'emplois. Mais paradoxalement, c'est sûr, là, je vous disais tout à l'heure, développer des robots humanoïdes, là, ça, on ne verra pas ça de notre vivant, là, à moins qu'on se ramasse dans la singularité puis qu'on se réplique dans des disques durs pour les siècles des siècles. Mais on ne verra pas ça de notre vivant. Là. Puis c'est extrêmement difficile. Et donc, paradoxalement, c'est vrai que la nature humaine et l'empathie, si on est devenu ce qu'on est, Homo sapiens, c'est parce que on ne sait pas trop pourquoi ça s'est produit, mais en tout cas, on a eu des petits qui étaient extrêmement vulnérables. Et c'est devenu, en tout cas, un certain avantage évolutif de développer de l'empathie pour ces petits-là, parce que ces petits-là, ils mourraient si on les laissait dans la nature. Tu sais, n'importe quel animal, il naît, puis il est déjà prêt presque à se reproduire. Et les Homo sapiens, c'est pas le cas. Donc, on a développé beaucoup de cette faculté-là de l'empathie, puis ça nous caractérise beaucoup. Et donc... oui, les métiers qui vont peut-être survivre à l'automatisation et la robotisation seront peut-être des métiers qui sont actuellement pas très valorisés. Donc, des aides, des gens qui font des aidants naturels, des gens qui travaillent justement dans les hôpitaux, des infirmières. Peut-être que les infirmières vont devenir plus valorisées que les médecins parce qu'on va être dans une relation d'aide, tandis que le médecin, lui, bien, il va être en compétition avec un ordinateur qui est 1000 fois meilleur que lui dans l'analyse de tout. Fait que c'est comme quand je vous disais tout à l'heure que ça remet vraiment, ça va brasser tellement l'affaire là, dans notre rapport aux autres, dans notre rapport au travail, le revenu universel. Il va tellement y avoir de gens qui vont perdre leur emploi. Comment on va s'arranger pour que ces gens-là continuent à créer, à vivre, à avoir du fun? Est-ce qu'on va comme tous se recycler en faisant de l'art? Donc, parce que les intelligences artificielles aussi, ça nous permet de faire de l'art. C'est extraordinaire ce que ça nous permet de faire aussi, parce qu'il y a déjà des artistes qui travaillent avec ces intelligences-là, parce que ça permet de faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant. Comme quand le piano a été inventé, bien, il y a des musiciens qui ont composé pour le piano, ils ne pouvaient pas faire des affaires pour le clavecin, parce que le clavecin, ça ne marchait pas, c'était pas assez technologique. Puis le piano permettait de faire des affaires que le clavecin ne faisait pas. Bien, c'est la même affaire actuellement, c'est que ça va... On n'est pas con, on va être capable de harnacher cette puissance-là, mais c'est sûr que le rapport à plein de choses va changer, puis on va probablement se retrouver aussi avec des entités qui ont une conscience ou pas, mais en tout cas qui vont nous montrer qu'ils ont de la conscience et avec lesquelles on n'aura pas le choix d'être en contact, en communication. On va peut-être même pleurer de notre vivant pour une intelligence artificielle qui va mourir. C'est déjà le cas, en tout cas, on l'a vu avec Aibo, donc... J'espère que je n'ai pas fait trop peur, mais c'est quand même vers là qu'on s'en va. Puis en attendant, bien, on s'aime, on se comprend, on se regarde et on s'apprécie. Bref, on est encore humain pour un petit bout de temps. Et merci beaucoup, Mathieu. Merci. Merci. Quelle belle fin de cette saison des grands communicateurs. Alors, merci aussi à vous de nous suivre si nombreux. Juste avant de vous laisser partir, 30 secondes, votre petit questionnaire d'évaluation, déposez-le sur la table qui est à l'extérieur, là, à l'entrée, s'il vous plaît. Mettez-y votre adresse de courriel si vous voulez être tenu au courant de nos activités. Suivez-nous sur Twitter, Facebook pour nos activités. Avec notre ami Nicolas, on va faire juste un petit vox pop. Fait que s'il y a 2-3 personnes qui veulent juste dire tout le bien qu'ils ont pensé de la conférence pendant 30 secondes, j'apprécierais si vous pouvez rester près d'ici. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bel été et j'espère vous retrouver pour la saison prochaine des grands communicateurs. Merci beaucoup.